Les podcasts de Bulles de Savoir. Le Mans, Université. Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons Frédéric Piat, maître de conférences en informatique à l'INSIM, l'école d'ingénieurs du Mans, et rattaché au CREN, le centre de recherche en éducation de Nantes, au Mans. Il travaille sur le projet I'm a Muse, une méthode ludique pour apprendre à composer de jolies séquences musicales, mais sans la théorie. Créer du beau, en fait, ce n'est pas forcément une question que de théorie. Il y a vraiment une recherche comme dans n'importe quel art. Est-ce qu'il y a quand même des règles universelles qui peuvent s'appliquer à toutes les musiques qui permettraient qu'on trouve un morceau beau de façon universelle? Alors, tout un morceau, les règles pour faire tout un morceau qui soit vraiment excellent sont compliquées. Donc ici, on peut entendre le beau comme une petite séquence de notes qui est jolie, sans prétention et qui ressemble à de la musique, par opposition à un ensemble de notes qui sont n'importe quoi et c'est pas beau du tout, dans le sens c'est pas de la musique ou de la musique à laquelle on n'est pas du tout habitué. C'est ce qui se passe quand on entend des fois des musiques d'une autre culture à laquelle on n'a jamais été exposé. Quand on n'a jamais développé les schémas mentaux pour comprendre cette musique, au début on a l'impression que c'est pas de la musique et que les gens jouent n'importe quoi. Et puis après plusieurs écoutes, on commence à reconnaître des motifs qui se répètent, des variations, et on commence à trouver ça intéressant. Voilà. Donc on peut distinguer une première notion de beau, genre c'est de la musique ou pas de la musique. Ça fait des siècles que les théoriciens de la musique ont mis sur papier ces règles élémentaires, à savoir quelles sont les notes qui pouvaient bien aller ensemble ou les accords qu'il ne fallait pas associer ensemble pour faire quelque chose qui ressemble à notre musique occidentale. D'autres musiques, d'autres cultures suivent d'autres règles. Maintenant, on peut distinguer ce beau, est-ce que c'est de la musique ou pas, du très beau ou du exceptionnel, de l'excellent. Qu'est-ce qui fait qu'un compositeur ou un mélodiste de génie peut nous transporter en quelques mesures ou dans un morceau qu'on trouve vraiment génial? Alors ça, s'il y avait des règles pour faire des chefs-d'œuvre, on s'en serait peut-être lassé, je ne sais pas, mais pour l'instant, on ne peut pas expliciter toutes ces règles pour arriver à un chef-d'œuvre. Il n'y a pas forcément de règles extrêmement précises qui permettraient tout à chacun et tout à chacune de devenir Bach ou Mozart, mais est-ce qu'il y a peut-être des suites de notes, des sonorités qui vont mieux les unes avec les autres et qui formeraient des choses harmonieuses ? Exactement, c'est ce qu'on apprend au début du solfège, de la théorie de la musique. Il y a des notes qui vont naturellement bien ensemble, puisque les sons sont rarement des sons avec une onde pure. Hein. Les ondes pures qui contiennent une seule fréquence, ce sont les bips électroniques. Hein. En général, évidemment, les sons naturels, en particulier ceux des instruments de musique, ont des sons beaucoup plus riches, qui sont des compositions de plusieurs de ces ondes. Et quand on a plusieurs composantes de sons qui sont communes à une note puis à une autre, ces sons vont naturellement aller bien ensemble parce qu'il y a une certaine unité, une certaine ressemblance. Alors que deux notes qui vont avoir aucune composante, donc aucun de ces harmoniques en commun, vont, dans certains cas, jurer et trancher tellement l'une avec l'autre que ça va être très dissonant à notre oreille. Donc littéralement, le nom d'harmonique vient du fait que ce sont des notes qui sont harmonieuses entre elles. Exactement. Oui. Celles qui ont des harmoniques en commun sont harmonieuses. Donc le lien est effectivement, même dans la linguistique, il est déjà là. Et si on ne veut pas utiliser forcément ce système de notes harmonieuses entre elles, est-ce qu'un musicien avec une oreille un peu plus entraînée qu'un amateur ou une amatrice sentirait intuitivement quelles notes iraient bien ensemble, sans forcément les poser sur le papier?
Un musicien, en général, ce qu'on entend par musicien, souvent, c'est dans la recherche. C'est vrai que c'est un peu restrictif. Souvent, on va vouloir dire, c'est quelqu'un qui a suivi une éducation formelle musicale. Donc, dans tous les cas, quand on a pratiqué, qu'on ait une éducation formelle ou pas, quand on a beaucoup pratiqué, on va s'apercevoir qu'il y a des notes, des associations de notes qui ne sont pas forcément naturellement harmonieuses avec les harmoniques dont on parlait, comme on parlait tout à l'heure, mais à force d'entendre des associations et puis d'y être exposé culturellement dans différents morceaux, c'est un phénomène bien connu que la familiarité va induire un bon jugement esthétique. Donc, à force d'entendre certaines choses, il y a également une composante qui est acquise à travers le phénomène qu'on appelle d'acculturation. À force d'entendre certaines choses, notre cerveau va développer des schémas mentaux pour interpréter la musique et finalement, on va arriver à ce qu'un effet de familiarité nous fasse bien aimer certaines associations qui n'étaient pas forcément évidentes au départ. Et c'est ce qu'on observe, les producteurs l'ont bien remarqué depuis longtemps, avec les fameux tubes de l'été. Quand on entend les premières fois une musique qu'on trouve vraiment exécrable, et puis après l'avoir entendu tout l'été sur la plage, finalement, on chantonne quand arrive la fin de l'été. Alors, il y a en plus des associations, des fois, de souvenirs, donc des sources externes de sentiments qui font « Ah, tiens, ça me rappelle cet été quand j'étais à la plage, ou j'allais à la pêche, ou au resto, ou je sais pas quoi ». Donc, en plus de ces associations, il y a le phénomène de familiarité qui induit une préférence esthétique. Pourrait-on théoriser certaines choses, peut-être pour les donner à une machine, créer un algorithme, redonner cette intuition, ce phénomène de familiarité pour pouvoir le reproduire et que ce soit une machine qui écrive une musique harmonieuse toute seule? Donc, on observe des différences de jugement esthétique tout à fait intéressantes entre les non-musiciens et les musiciens au fur et à mesure qu'ils développent leur pratique et leur apprentissage. C'est que de plus en plus, les musiciens vont entendre les notes non plus tellement comme leur fréquence, tiens, celle-là est plus aiguë que la précédente ou plus grave, mais vont entendre les notes comme faisant partie du contexte. Tiens, cette note-là, c'est ma note de base, ma note référence qui a la fréquence fondamentale. Les musiciens vont plus entendre les notes dans leur fonction, comme si c'était un peu une grammaire, en tant que la fonction grammaticale dans la phrase, quel rôle elle joue, plutôt que « Ah tiens, c'était plus aigu ou plus grave ». Et ils sont donc en général moins sensibles que les non-musiciens aux grands écarts. Un non-musicien qui va entendre qu'on saute beaucoup de touches, en gros de très grave à très aigu sur un piano, le non-musicien va trouver ça très bizarre et va trouver ça pas beau. Alors que le musicien va être beaucoup plus tolérant à ces grands écarts en pensant « Ah tiens, on est passé de la tonique à la dominante, donc c'est une transition qui se fait bien ». Il y a ce processus-là qui se met en route quand on est musicien. Parce que ce sont ces fonctions des notes à l'intérieur d'un contexte qui sont formalisées dans les règles de la composition. C'est la grammaire, finalement. Exactement. C'est la grammaire qui est donnée à un algorithme et ce qui peut du coup apprendre à composer une musique. Alors, on peut les utiliser comme ça, mais moi, j'ai surtout déjà en première étape, à mon modèle, je lui ai donné les préludes de Bach. Un modèle informatique, une simulation? Un modèle informatique, juste une simulation qui calcule des nombres, qui s'aperçoit que dans les préludes de Bach, très souvent, juste avant ou après un Do, il se trouve un Sol. Ça ressemble à des méthodes statistiques qui vont remarquer qu'il y a des choses qui vont souvent ensemble. Ce modèle, après, peut, par ressemblance, si je lui donne 5-6 notes, pourra voir si ça se conforme aux prototypes, ce qui seront l'équivalent des schémas mentaux que notre cerveau a construits. L'algorithme pourra dire, tiens, ça ressemble au genre de régularité qu'on a dans la musique de Bach, qui reflète très bien la musique occidentale, même jusqu'au rock'n'roll, puisque dans Bach, il y a les accords majeurs, mineurs, diminués, etc. Et depuis, on n'utilise pas tellement d'autres innovations. Voilà, donc toutes les règles de la musique sont déjà suffisamment présentes dans Bach pour que le modèle arrive à dire ça ressemble à de la musique occidentale, ou tiens, il y a trop de notes bizarres, les gens vont pas trouver que ça ressemble à de la musique.
Ce modèle qui a un petit nom d'ailleurs. Alors oui, c'est un modèle, c'est un acronyme, puisque j'ai fait ma thèse en anglais, c'est un acronyme qui s'appelle ARTIST, puisqu'il est basé sur la théorie de la résonance adaptive. Le modèle, l'ensemble des notes vont résonner avec les prototypes, qui vont reconnaître, tiens, l'association entre le Do, le Mi et le Sol, tiens, ça fait un accord majeur. Et donc, de remarquer et d'apprendre ces régularités, le modèle va représenter ça dans les connexions entre ces neurones, hein, qui sont des modèles grossiers, des approximations grossières du fonctionnement des neurones dans notre cerveau. Et donc, la structure de la tonalité, la structure de la musique est intégrée dans le modèle. Et donc, on pourrait tout à fait se servir de ces prototypes pour dire, bah, tiens, j'active le prototype qui sera activé une fois que j'ai joué un Do et un Mi. Ça va activer de façon même incomplète le prototype du Do majeur. Et ensuite, l'algorithme pourra dire, bah, tiens, après un Do majeur, dans un Do majeur, après un Do et un Mi, le plus probable, ça va être de le compléter par un Sol. Donc, on peut se servir du modèle pour composer de la musique, mais après, ça va être de la musique qui va sûrement être tellement attendue, tellement évidente qu'elle ne va pas être très créative. Il faudrait développer des algorithmes pour dire, bah, une fois de temps en temps, je fais une substitution, je change plutôt que d'avoir la note la plus attendue pour maintenir l'attention de l'auditeur, faire une petite surprise pour que ça lui plaise. Parce que le rôle, la difficulté de tous les compositeurs, ça va être de donner à l'auditeur à la fois une satisfaction en satisfaisant ses attentes. C'est pour ça que les compositeurs utilisent beaucoup la répétition. On va répéter 2 ou 3 fois le même thème. Les 2 fois, ça va se terminer de façon assez prédictible. L'auditeur se dit « Ah tiens, je suis en terrain connu, ça ressemble bien à la musique que je connais. » Et le 3e coup, où l'auditeur va être à peu près sûr que ça va se terminer comme les 2 premières fois, là, le compositeur de génie va changer la note pour créer une surprise qui ne soit pas n'importe quoi non plus, pour que l'auditeur reste en terrain connu, mais créer une surprise pour susciter l'intérêt et l'étonnement de l'auditeur. Que ce soit cet algorithme qui est un réseau de neurones et qui va essayer de prédire, d'imaginer la meilleure note suite à 3-4 notes qu'on lui donnerait. Un humain peut en faire de même, mais du coup ça fait dans ces 2 cas appel au phénomène de familiarité de la mélodie. Mais est-ce que ça suffit à créer une belle mélodie ? Tout ce que mon modèle a simulé, ce sont des résultats de psychologie cognitive, donc appliqués à la musique dans les années 90. Disons la plus grande chercheuse de ces années-là, Carol Cromansall de l'université de Cornell, qui a pris un grand panel d'auditeurs, qui leur a joué des séquences assez typiques de notes, que ce soit la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, donc montante ou descendante, do, si, la, sol, fa, mi, ré, et ensuite qui complétait cette séquence avec une note au hasard et qui demandait aux gens, cette dernière note, est-ce que vous trouvez qu'elle sonne bien ou pas bien dans ce contexte ? Alors il y avait aussi les gammes mineures, etc. Et donc pas mal de contextes différents qui étaient explorés. Et en moyenne, les gens répondaient, après do, ré, mi, fa, sol, la, si, il fallait terminer sur le do. Et donc, grâce à ça, on a pu constituer, calculer ce qu'on appelle un profil tonal. Donc, on a la courbe qui correspond au do majeur, au do mineur, au ré majeur, au ré mineur, etc. Basé sur l'interprétation des personnes qui ont été interrogées, donc on est sur du ressenti. Parfaitement, et c'était un panel qui était assez homogène de façon culturelle, parce que évidemment, si on mélange 10 personnes qui ont grandi dans la musique occidentale, 10 personnes dans la musique indienne, 10 personnes dans la musique norvégienne ou lapone ou je sais quoi, on va avoir des différences interindividuelles qui seront bien trop grandes pour avoir des résultats significatifs. Les profils tonaux sont vraiment spécifiques à la musique occidentale, puisque ce sont des séquences de musique occidentale qu'on a utilisées pour questionner les auditeurs. Même jusqu'à la création, la recherche de ce modèle, il se base beaucoup sur le ressenti, sur les émotions de la musique, qui est un art, et c'est une composante qui est essentielle à une œuvre, cette intuition du musicien. Ça veut bien dire que la simple succession de notes sur le papier ne suffit pas à créer une œuvre. Une œuvre qui va nous transmettre l'émotion, c'est à la fois la structure de cette œuvre qui a été écrite par le compositeur, mais on a observé quand on a des ordinateurs qui jouent, qui génèrent les sons exactement au millionième de seconde près et qui jouent tout tel que c'est écrit,
sont des interprétations froides, sans âme, mécaniques, qui vont apporter aucun plaisir, même si on peut percevoir le caractère génial de l'œuvre, que tel motif a été répété, etc. En général, ça ne transmet aucune émotion. Et ce qui est vraiment intéressant, donc le compositeur, lui, c'est tout ce qui est écrit dans la partition. Le rôle de l'interprète, c'est que finalement, c'est à quel point il peut dévier et changer ce qu'il y a d'écrit et glisser sa touche personnelle à travers ce qui n'est pas écrit. Et finalement, le génie de l'interprète, ça va être de jouer avec tout ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas couché sur le papier. Est-ce qu'on pourrait imaginer créer de la musique en partant de cette émotion, de ce ressenti, et pas juste avec à prendre des gammes, des répétitions, et qu'on puisse composer intuitivement de la musique? Alors c'est effectivement une application possible d'artiste. Si on dessine, on traduit ces connexions qui sont des nombres, on les traduit en hauteur de montagne. J'ai traduit ces connexions sous forme d'un paysage qui serait donc comme une métaphore spatiale dans l'espace, des pics plus ou moins rapprochés géographiquement. Je les ai visualisés comme ça. Ils correspondaient à des neurones qui représentaient deux accords qui étaient proches au niveau de la consonance. Le modèle permet de faire une métaphore spatiale des proximités auditives. Dans Artiste, littéralement, on verrait deux pics proches. Voilà, par exemple, le pic du Do majeur est proche du pic du Sol majeur parce que le Do et le Sol sont deux notes qui vont bien ensemble. Alors que le pic du Fa dièse majeur ou du Fa dièse mineur est très loin à l'autre bout de la carte parce qu'en général, quand on accole ces deux accords l'un derrière l'autre, ça sonne pas très bien. C'est une première approche, alors ça remplacera jamais vraiment la connaissance formelle du solfège. Mais ça peut être une première approche pour intéresser, pour piquer la curiosité, pour donner les premiers fondamentaux des associations de notes ou d'accords. Ça peut être un bon premier pas pour les apprenants, parce que le solfège, au début, c'est très rébarbatif. Il y a beaucoup d'enfants, 7-8 ans, qui en ont marre d'apprendre des formules magiques, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, sans vraiment comprendre pourquoi les notes, on les met dans cet ordre-là, à quoi ça correspond. Et donc d'avoir un moyen un peu ludique de composer en cliquant sur des pics et en expérimentant surtout. Tiens, j'expérimente cette association-là, ah bah tiens, ça sonne bien, alors que telle association, ça sonne bizarre. On peut effectivement avoir une approche un peu ludique d'essai et erreur avant d'explorer plus formellement toute la théorie de la musique. Ça permet ludiquement d'essayer de s'approcher de quelque chose de beau, d'une belle musique, ou au moins de quelques beaux accords. Voilà, c'est ça, une belle petite séquence. Ça sera pas encore forcément une séquence géniale, même si on peut justement, en déviant des séquences les plus usitées, on peut commencer à se dire, tiens, finalement, cet accord-là, il n'est pas très recommandé par l'intelligence artificielle, mais je peux peut-être y trouver un intérêt. Et par-dessus, je pourrais peut-être jouer une petite séquence de notes qui, par-dessus ces accords, deviendrait vraiment intéressante. Donc oui, ça peut être un outil intéressant à explorer. Merci d'avoir répondu à nos questions, Frédéric. Je vous en prie, c'était un plaisir. Une production du Labo des Savoirs pour la Semaine de Culture Scientifique 2021 de l'Université du Mans, Magnificence. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que son décryptage et tous les autres bulles de savoir passés et à venir sur le site de l'Université du Mans et sur labodessavoirs.fr. À très vite pour un prochain bulle de savoir.